Merci beaucoup André d'avoir été aussi vite. Du coup, on passe à une table ronde qu'on va aussi écourter un tout petit peu. Doivent donc nous rejoindre encore Michael Piotrowski, professeur associé. Voilà, il est là, je me disais, où est-il Professeur associé au département des sciences du langage et de l'information. Et aussi Madame Nicole. Anne-Nicole, membre du Centre Learn de l'EPFL, titulaire d'un master en humanité numérique de Montpellier 3, impliquée dans le projet EduNum, donc le projet Learn. Et on aura évidemment André, qui n'hésitera pas à nous faire bénéficier de son expertise dans le temps qui nous reste, temps court. Voilà, donc et Jenny qui est... Exact, Jenny. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez les micros juste à côté de vous. Parfait. Donc l'enjeu de cette table ronde, c'est d'être poser un peu les questions justement de cette interdisciplinarité. Jenny, j'ai beaucoup aimé ta première dia avec ces deux univers. On a vu avec André qu'il y avait des usages assez particuliers finalement pour la bonne utilisation du numérique. Comment est-ce qu'on fait alors je vais peut-être commencer par toi, Anne. Comment est-ce qu'on fait en fait quand on veut justement essayer de casser ces murs et rapprocher les personnes qui viennent de différents univers pour créer une culture commune? Je pense que c'est un petit peu ce qui va nous occuper là maintenant. Alors, j'espère, je sais d'avance que je ne détiens pas la réponse à cette question à moi toute seule, mais ce que je peux dire juste un peu de l'expérience du terrain, du point de vue du projet EduNum, là, dans le canton de Vaud, qui est un super laboratoire, c'est que ce dont vous parlez aussi bien Jenny et André juste avant, c'est qu'on a ça de manière complètement concrète, c'est-à-dire que tout ce débat autour des outils, pas outils, qu'est-ce que ça amène, on a une espèce de boucle où on voudrait avoir la garantie en amont qu'il y a une plus-value pédagogique, mais elle n'est pas encore pensée, et on n'a pas les outils pour avoir pensé ça avant de pouvoir décider sur le terrain. Voilà. Donc on a un petit peu ce truc à la fois qui accompagne un domaine en pleine, en train de se penser lui-même, mais qui va tout de suite dans l'application pratique et pédagogique sur le terrain. Et donc on est confronté à un peu ces chocs des cultures dans le faire. Et pour l'instant, à part plutôt avoir une approche empirique et essayer d'ajuster les choses comme ça en faisant un peu des réitérations, essayer de comprendre ce qui marche pas, avoir des boucles de retour, des mesures au niveau de la formation des enseignants, par exemple, ce qui a été apprécié, moins apprécié, donc ce qui a pu fonctionner, mais plutôt sur une échelle de satisfaction. Pas forcément une échelle de compétences acquises, hein, puisqu'on n'est pas dans une phase pilote, on n'est pas directement on peut pas mesurer directement les apprentissages acquis ou pas chez les élèves à une échelle trop grande. Donc on a un peu tous ces, plutôt on met en œuvre tous ces outils-là pour essayer d'avoir des retours en direct et des ajustements un petit peu comme ça, mais je dirais de manière encore très empirique, très organique. Ouais. Pour faire tomber ces murs, peut-être Jenny, parce que dans cette idée de créer une culture collective, je sais que c'est une thématique qui tient aussi très à cœur. Comment est-ce qu'on peut envisager de le faire en fait? Là, il y a plusieurs moyens qui ont été déployés, mais qu'est-ce que tu imagines d'autre? Mais pour moi, pour faire tomber ces murs, ce qui est extrêmement important, c'est d'intégrer ça déjà dans l'enseignement, hein, dans les compétences aussi, d'apprendre, en fait, déjà au niveau des enfants, pourquoi c'est important de collaborer ensemble pour travailler sur certains projets et aussi leur prendre la peur. Moi, j'ai moi-même des enfants, donc quand je vois l'enseignement aussi public, comment est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on apprend,
je pense qu'il y a pas mal de choses encore à ce niveau-là qu'on doit faire avancer, quoi, pour faire en sorte que l'enfant, après devenu adulte, à l'université ou ce qui va aller, pourra jouir effectivement de toutes ces connaissances et compétences qu'il aura apprises. Et nous, c'est ce qu'on voit beaucoup dans nos projets, hein. On se dit toujours, il y a des projets spécifiques aussi pour femmes, parce que c'est toujours, oui, technologie et femmes, ça fait peur, il n'y a pas autant de gens, etc. Et puis c'est quelque chose qui ne devrait pas être comme ça. On devrait déjà dès le début pouvoir dire, mais tiens, pourquoi on ne fait pas? Il y a tout à fait les compétences qui sont là, et puis établir ça à ce niveau-là, je pense. Ouais. Michael, justement, parce qu'on parle aussi des différents publics, là, hein, c'est autant on dit qu'on doit commencer le plus tôt possible, potentiellement. Nous, on est à un autre endroit de la chaîne, avec le master, donc tu es un des acteurs principaux du master en humanité numérique du côté de l'UNIL. Qu'est-ce qui te semble essentiel pour ce public qui sera aussi un futur public d'enseignants, finalement? Qu'est-ce que nous, à ton avis, on doit transmettre, en fait? Qu'est-ce qu'on doit amener par rapport à ce type de transmission? Oui, c'est une bonne question. Ben, on y travaille depuis 5 ans maintenant dans le contexte du master. Et là, je crois, je crois que ce qu'on cherche à former, c'est vraiment pas nécessairement l'interdisciplinarité dans le sens, voilà, il y a les compétences numériques et quelque chose d'autre. Il faut, voilà, casser les murs, voilà, ce sont des métaphores, mais effectivement, je crois qu'il faut éviter cette dualité. Et ce qu'ils cherchent surtout, je crois, c'est vraiment d'intégrer tout ça. C'est donc plutôt la multidisciplinarité que l'interdisciplinarité. Évidemment, pouvoir collaborer avec des gens, avec des autres backgrounds, ce qui est tout à fait le cas dans le master, où les gens vont de toutes les disciplines, des lettres et des sciences sociales. Évidemment, ça c'est la première étape, mais effectivement, ce qu'on cherche, c'est vraiment la multidisciplinarité qui n'existe vraiment que dans le cerveau d'une personne qui sait parler toutes les langues, des langues différentes. Et voilà, je crois que ça c'est l'objectif principal. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond en tout cas pour une partie. André, sur cette même question, c'est-à-dire là, on a vu dans les panneaux que tu montrais tout à l'heure, bon déjà, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels on n'a pas encore de retour, hein. Toutes les questions, par exemple, de l'apprentissage de la programmation. Et en même temps, tu mets en avant un grand succès, par exemple, du côté des sciences du sport. Nous, typiquement, on est confrontés à ce genre de questions, hein, très régulièrement, sur toutes les disciplines. Aujourd'hui, ça concerne aussi le Centre Learn pour l'application, justement, aux disciplinaires, quand on a envie d'aller vers le français et autres. Alors, difficile de donner une réponse générique, parce qu'évidemment, il faut aller faire de la recherche. Mais qu'est-ce que tu as l'impression que tu pourrais, entre guillemets, amener comme input? Peut-être, moi je suis intrigué, qu'est-ce que ce sport en fait, qu'est-ce qui est à ce point efficace dans ce sport et comment tu expliques ce succès de ce côté-là? Alors là je parle surtout d'études pour l'instant dans ce domaine-là qui sont des études descriptives, qui sont des études de cas, des témoignages, etc. Et moi, il y a 1000 exemples, il y a un ouvrage de synthèse qui vient de paraître sur le sujet. Mais un exemple qui m'a particulièrement frappé, c'est par exemple l'autoscopie. On filme un élève en train de prendre une course d'élan sur un saut en hauteur, et puis on lui montre sa course d'élan, et on analyse avec cet élève. On est capable de faire aujourd'hui avec des enfants de 10 ans des choses qu'on faisait avec des sportifs de haut niveau auparavant. Et en fait, cette possibilité de se voir en train de faire quelque chose est un magnifique moteur pour l'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, qui me semble fabuleusement intéressant, même si pour l'instant, ça n'a pas été l'objet de milliers de publications, on le voit dans cette discipline, mais on le voit très peu dans d'autres, parce que peut-être que l'autoscopie
n'est pas quelque chose de très pertinent dans beaucoup d'autres disciplines. Alors, bien entendu, on peut penser dans le domaine de la littérature, en théâtre, en poésie aussi, l'autoscopie peut être intéressante, mais on voit qu'on a une fonction pédagogique spécifique qui peut être fabuleusement intéressante, mais dans certains domaines, dans certaines disciplines et pour certaines tâches. Par rapport à tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait des allers et retours. Enfin, c'est ce qui est ressorti aussi des précédentes interventions, c'est qu'on avait une plus-value à partir du moment où en fait on quittait aussi typiquement le monde du jeu pour faire un retour et avoir une espèce de feedback. En fait, on a créé une espèce de boucle de feedback. Est-ce que ça, du côté du centre Learn, par exemple, c'est aussi un principe, disons, que vous avez vu ressortir à plusieurs reprises, le fait de faire comme ça une espèce d'arrêt sur image et de penser sa pratique? Alors oui, c'est bon, ça marche. Ça marche pas? Si, c'est bon. Ah, c'est bon, ok, voilà. Oui, mais pas à tous les niveaux, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a tellement de niveaux de pratique qui vont être imbriqués. Il y a le niveau pédagogique, il y a le niveau didactique, il y a le niveau de formation des didacticiens, et on reste juste dans les niveaux, disons, éducationnels. Il y a aussi les intervenants institutionnels, et je pense que cette boucle de feedback est difficile, ou peut-être que ça prend du temps à installer à un niveau qui englobe tous les acteurs du projet. Du coup, on va avoir cet effet de retour et de repenser des pratiques à certains niveaux, mais pas forcément synchronisés avec le reste. Donc après, ça reste encore quand même d'aller chercher un petit peu des infos, puis des fois ça va être en différé, ou ça sera déjà difficile de remettre en lien pour ce qui nous occupe sur le moment présent. Voilà, je dirais que c'est quelque chose de tellement complexe que le feedback du projet lui-même, c'est quelque chose, c'est pas encore existant, je dirais, à ce niveau-là. Peut-être pour prolonger la question, merci beaucoup. Du côté autant pour toi, Jenny, que pour Michael, quand en fait on est confronté avec ces différentes méthodes, hein, enfin, on le dit, c'est un travail collectif, c'est un travail où on va à la rencontre d'autres spécialités. Quand on fait ce type de démarche, finalement, on est presque toujours un petit peu obligé aussi de faire ce saut en arrière et puis de faire un arrêt sur OK, qu'est-ce que je suis en train vraiment de faire? Comment est-ce que vous pensez que je sais que pour toi, Michael, par exemple, cette notion des modèles est très importante, c'est-à-dire de penser nos propres modèles. Comment est-ce que vous pensez que, autant ce qui se fait du côté de Wikimedia que dans ce qu'on fait dans le cadre du Master en Humanité Numérique, en fait, on est amené à repenser nos propres modèles de pensée ou de structure de données? Voilà, je commence. Oui, je crois que vraiment, là on pourrait dire, évidemment, dans une optique constructiviste, c'est vraiment ça l'essentiel. Et évidemment, là, l'utilisation de soit des outils numériques ou des méthodes computationnelles plus avancées, un des atouts, ou peut-être l'atout le plus important, c'est vraiment que l'on peut observer, que l'on peut manipuler, que l'on peut examiner et que l'on peut discuter les modèles que l'on a créés, ce qui est difficile si ce sont juste des modèles mentaux. Là, évidemment, on peut discuter longtemps sans jamais arriver à un consensus ou à une compréhension mutuelle. Mais là, justement, les modèles computationnels numériques permettent vraiment de dire, ah voilà, on a construit ça, est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça représente, où est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'il faut changer les choses, quels sont les résultats, en fonction des résultats, etc. Donc là, je crois il y a, voilà, ça c'est un atout très très important qui est à mon avis vraiment central pour l'enseignement du numérique avec le numérique, donc dans toutes les dimensions. Merci beaucoup. Merci.
En ce qui concerne Wikimedia, ce qui est intéressant chez nous, c'est que c'est vraiment la communauté, hein, c'est des gens qui inventent, si je peux dire, les projets. C'est vraiment, ils voient un besoin, ils voient qu'il y a quelque chose à faire et puis ils se mettent dessus et ils travaillent dessus. Là, je vous ai montré par exemple l'exemple du DICO des ados. C'est un projet qui a évolué avec les élèves de la classe et leur professeur qui, lui, était quelqu'un qui s'intéressait à ça. Donc, c'est lui-même qui met ça en avant. Puis moi, le problème que j'ai, moi, à mon niveau, c'est souvent que je ne suis pas au courant de ce genre de projet. Parce qu'il y a pas mal de choses. D'ailleurs, même avant de venir ici, j'ai demandé, mais tiens, qu'est-ce qu'on a déjà fait avec le PFL? Et puis tout d'un coup, il y a de tous les côtés une longue liste de choses qui est venue. Je dis, ah bon, j'étais même pas vraiment au courant. Et il y a pas mal, j'ai toujours l'impression qu'il y a différents côtés aussi qui ne se parlent pas forcément. Puis on pourrait mettre tout ça beaucoup plus en œuvre, hein, et pour essayer ensemble d'aller vers une certaine direction. Mais donc, nous, en tant que mouvement, c'est vrai qu'on n'est pas organisé maintenant comme vous au Learn ou bien ici à l'Uni. C'est vraiment un modèle un peu plus ouvert, quoi, où ce qu'on est un peu à la merci, si on veut, de tout ce qui se passe autour. Et en tant que la fondation Wikimedia, par exemple, est très intéressée par exemple à tout ce qui est machine translation à travers NLP aussi. Par exemple, mais on a vraiment l'impression que nous, on fait beaucoup de recherches, mais bien sûr, le domaine, le field, la communauté fait beaucoup de recherches aussi. Mais après, Wikidata, Wikipédia et les autres outils sont beaucoup utilisés. Et puis, ça nous intéresserait, nous aussi, d'avoir le retour de ça, puis pouvoir mettre ensemble, pouvoir partager dans les différentes langues et à travers les différentes communautés. Ça, c'est vraiment notre problème à nous, si on parle un peu de mur. C'est vraiment c'est drôle, hein, parce qu'on est là pour partager les connaissances, mais en retour, on a la difficulté d'avoir ce retour du field, si je peux dire, hein, de la communauté, de voir, parce qu'il y a tellement de projets, tellement de choses qui se font, puis je pense qu'on pourrait mieux mettre ça ensemble, vraiment pouler un peu plus les ressources pour avancer dans la même direction. Oui, bien sûr. Merci. Si je peux me permettre, même à l'intérieur d'un projet déjà existant, on a exactement cette même problématique. Avec quelques collègues qui sont ici, moi je participe à l'écriture des moyens d'enseignement d'éducation numérique du canton, qui se font en open source, donc en Creative Commons. Et on est vraiment un petit peu entre deux. Je pense que c'est très nouveau de procéder comme ça pour une institution comme de l'éducation obligatoire. Et en même temps, on produit un moyen d'enseignement qui a encore des côtés très institutionnels, qui est découpé selon un plan d'études assez prescriptif, etc., mais qui va être en Creative Commons. Et on s'aperçoit que le problème, c'est pas tant de créer les contenus, c'est d'avoir une communauté de pratique qui se crée autour, qui peut faire du feedback, qui peut faire perdurer, voilà. Et c'est vraiment exactement ça. On est confronté à, une fois qu'on a diffusé quelque chose, qu'on a soutenu quelque chose et que c'est un peu parti comme ça dans la nature, entre guillemets, permettre cette boucle vertueuse, c'est vraiment ça l'enjeu, en fait. Peut-être une question un peu provocatrice pour terminer avec quelques mots-clés, parce qu'on arrive effectivement à la fin du temps. Si je devais vous demander comme ça, parce qu'il y a des personnes ici qui sont déjà bien impliquées dans le domaine disons de la collaboration ou de ce type de projet, mais il y a peut-être d'autres personnes qui veulent se lancer. À votre avis, quelle serait la meilleure manière d'échouer ? Si on vous laisse lancer sur un projet justement collaboratif autour, on va dire, du mélange, que ce soit en humanité numérique, où on a envie de rassembler à la fois des méthodes computationnelles et en même temps des méthodes SHS, etc. Comment est-ce qu'on est, entre guillemets, un facteur qui pour vous serait vraiment un facteur d'échec à peu près à coup sûr ? André, je vois que tu hoches de la tête, tu as une idée ? Oui, on est sûr d'échouer à partir du moment où on pense que notre contribution va être la plus importante au projet. Ah, ça, c'est très intéressant. Il y a des applaudissements dans la salle. Quelqu'un d'autre qui a une... Ouais, je dirais peut-être si on... Voilà, la division disciplinaire, peut-être ça c'est si on dit strictement, voilà, vous faites la technologie, la programmation, c'est ça, nous on s'occupe de ça. Évidemment, il faut un peu s'organiser, mais avec ces divisions strictes,
Après, on n'arrive pas, on trouvera pas le langage commun. Mais je crois que ça c'est l'enjeu. Un des enjeux aussi, il faut et ça cause aussi et surtout si on se parle, si on se met d'accord ou si on pense que l'on s'est mis d'accord au début du projet et après chacun travaille de son côté et après on veut tout mettre ensemble, mais ça va pas marcher. Il faut des étapes, quoi. Il faut discuter pendant tout le temps, justement pour trouver le vocabulaire commun, les concepts communs. Sinon, voilà, on utilise peut-être les mêmes mots, mais ils ont des significations totalement différentes. Merci beaucoup, Michael. D'autres facteurs d'échec clés? Bon, pour moi, c'est un peu caricatural, mais pour moi, on est sûr d'échouer si on commence par choisir l'outil qu'on veut utiliser, ou par fixer d'abord l'environnement technique et avant de... Voilà, même si c'est très raccourci et simplifié. Non, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent, effectivement, qui peut beaucoup orienter des discussions. Jenny? Et pour moi, peut-être le facteur, comme on a discuté avant, c'est ce facteur motivation. Justement, c'est quand on se lance dans quelque chose et puis que tout d'un coup, ben voilà, il n'y a peut-être pas la relève qui vient ou voilà. Donc, on perd la motivation, on perd cet esprit débutant et on se laisse peut-être abaisser par d'autres qui vont dire ouais, mais non, ça va pas marcher. Oui, mais voilà. Donc vraiment, ce facteur intrinsèque qu'on a entendu ce matin aussi justement, qui pour moi, je pense, est très important. Merci mille fois. J'aimerais passer encore 1 heure et vous aussi sans doute avec eux. On ne peut pas faire tellement plus long malheureusement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Et donc le programme continue cet après-midi sans décalage d'après ce que je sais. Donc nous avons juste le temps d'aller manger. Cet après-midi, on va parler de conservation du jeu vidéo, mais de conservation aussi au sens plus large avec le patrimoine. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été là. J'espère que ces échanges vont déboucher aussi sur des collaborations qui dépassent le temps très court qu'on a ici. En tout cas, moi, je me réjouis de vous réinviter dans le cadre de notre département ou autre pour d'autres échanges qui seront plus intensifs. Merci. Et bon appétit.